Chewbacca said, no, get that garbage out of here! 112, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Dino Talks, votre podcast dédié aux Raptors en français pour les fans francophones du monde entier. Et oui, numéro 2 aujourd'hui, une semaine après le premier. Du coup, on a fixé la périodicité, ça sera chaque semaine avec les personnes disponibles. Donc, on essaiera au minimum d'être 3 à chaque fois. Donc, aujourd'hui, avec moi, on aura Maxime de Raptors Belgique. Salut Maxime. Salut Mike, salut à tous. Et avec moi également, Alex qui représente Raptors France et qui travaille aussi pour Raptors Belgique. Salut Alex. Salut Mike, salut tout le monde. Et aujourd'hui, le fan du jour, il s'agit de Lilian. Salut Lilian. Salut Mike, salut les gars. Alors Lilian, même question qu'on a posée la semaine dernière à tout le monde puisqu'on faisait les présentations. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient ta passion pour les Raptors? Pourquoi les Raptors? Depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé le basket, donc forcément je commence à regarder la NBA, ça devait être en 2013-2014. Mon premier match que j'ai vu en direct c'était un match de Game 7. Je sais plus si c'était le premier ou le second tour de playoff, mais c'était contre Brooklyn, où Kyle Lowry se fait contrer pour finir le match par Paul Pierce. Donc mon premier match s'est très mal passé, mais ça m'a fait kiffer, j'ai continué à regarder les Raptors. Grand fan de DeRozan évidemment, donc voilà, c'est comme ça, c'est aussi grâce au fait que j'ai commencé le basket dans la vie réelle. Donc c'était en 2013-14. Et pourquoi les Raptors? C'est parce que ton premier match, c'était un match des Raptors en fait. Ouais, le premier match que j'ai trouvé, je sais plus du tout comment je suis tombé dessus, mais mon premier match c'était Toronto-Brooklyn, et j'ai vu les highlights de DeRozan sur YouTube, tout ça, et j'ai toujours été fan du joueur, fan du style, de l'homme. Parfait, très bien. On va passer au sommaire du jour. Aujourd'hui, on va rendre hommage à Kobe. On avait longtemps hésité avant de poster le premier podcast et du coup, on s'est décidé à le mettre et on avait mis un petit hommage, mais là, on va en parler un petit peu plus. Donc, ce sera notre premier carton sur Kobe Bryant. En deuxième carton, nous allons aborder la dernière semaine des Raptors avec 4 victoires, une série de 10 victoires, la place de numéro 2 à l'Est assurée. En troisième quart, on abordera le All-Star Game avec la sélection de Kyle Lowry, un petit débat autour de Terence Davis, est-ce qu'il méritait d'être au Rising Star, et finira sur Nick Nurse. Et enfin, en quatrième quart, on partira sur la preview du match face aux Bulls qui aura lieu ce dimanche. Et on verra également sur le reste de la semaine, est-ce que les Raptors peuvent battre le record historique de 11 victoires de suite. Avant de commencer, on voulait remercier tout le monde pour avoir écouté et regardé le premier podcast. On a fait un peu plus de 300, on vous remercie tous. On vous encourage à continuer à partager sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès qu'on sort un podcast. On va partir avec le premier carton. Premier carton, c'est parti. Pour commencer, on tenait à rendre un hommage à Kobe Bryant. Chacun va avoir droit à la parole et nous dire un peu ce que représente Kobe pour lui et des souvenirs de Kobe éventuellement. Tu veux commencer, Alex? Je veux bien, oui. En fait, moi, c'est le truc qui m'a marqué, c'est que je ne sais plus avec qui je discutais de ça, ou j'ai dû voir ça passer sur YouTube, je ne sais plus. Je crois que c'est le premier, donc je le répète, j'ai 25 ans, je crois que c'est le premier people, entre guillemets, à être décédé, et je me souviendrai dans 10, 15, 20 ans où est-ce que j'étais et ce que je faisais quand je l'ai appris. Voilà, j'étais tout seul dans ma chambre de 9 mètres carrés en région parisienne en train de discuter de basket, et je vois la news qui tombe. Au début, j'y crois pas trop. Puis finalement, ça finit par se confirmer. Donc c'est un peu compliqué parce que quand j'ai commencé à regarder la NBA, Kobe était bien en forme. On va dire que ça fait partie des premières images que j'ai vues. C'était Kobe avec un ballon dans les mains. J'ai suivi toute sa fin de carrière, son dernier match sur le Jazz, son discours de sortie, son court-métrage pour lequel il a été récompensé, tout ça. Donc ouais, ça a été compliqué. Puis c'est tombé à un moment compliqué. Les matchs commençaient. C'était vraiment
un mélange un peu compliqué, un grand qui est parti trop tôt. Il y aura pas son discours Hall of Fame, tout ça. C'est déjà très douloureux, et quand on sait qu'il y a aussi sa fille qui était avec lui, c'est juste encore pire, quoi. Donc voilà, la vie continue, hein, bien sûr, mais ouais, on s'attendait pas à ça, pas de cette façon-là, pas maintenant, et voilà, faut faire avec, mais ouais, c'était pas facile. Moi, je suis partie de la génération qui a pas trop connu Kobe sur les parquets, parce que moi, j'ai commencé à regarder la NBA lors des finales 2015-2016 entre les Cavs et les Warriors, en fait. Donc, j'ai pas trop vu Kobe puisqu'il a arrêté la saison d'avant. Maintenant, avec tout ce qui vient de se passer et au niveau du drame, on a eu quand même beaucoup d'highlights à la télé. On a eu des émissions spéciales ici en France, en Belgique. C'est passé sur beIN Sport, des NBA Extra spéciaux sur Kobe, sur sa carrière, sur ce qu'il avait fait. Donc, j'ai très peu connu et j'ai pas vu de match en live, mais j'ai vu quand même que c'était un grand basketteur. Bien entendu, je connaissais de nom, etc. Hein, c'est Kobe Bryant, c'est Kobe Bryant. Maintenant, voilà, moi je suis plus de la génération LeBron James que de la génération Kobe. Mais voilà, c'est un drame, et j'espère qu'il n'y en aura plus de trop tout de suite, parce que c'est des choses qui, au niveau du jeu, c'est un joueur qui, au niveau du jeu, a eu, je pense, un gros impact sur la NBA. Et voilà, je ne sais pas dire grand-chose de plus vis-à-vis de Kobe, si ce n'est un grand respect pour le joueur, pour la franchise des Lakers, pour tout ce qu'il a fait, pour ses 5 titres, et pour son parcours avec le Shaq, ses petites anecdotes et des choses comme ça, ou même si on ne le connaît pas, le personnage, ou qu'on l'a jamais vu jouer, on a toujours entendu parler de toutes ces petites anecdotes. Merci Maxime. Et toi Lilian, est-ce que tu as un peu connu Kobe, ou pareil, tu es arrivé sur le tard? Moi, je suis arrivé sur le tard, c'est vrai. Après, Kobe, c'est un gars que j'ai vu jouer. J'ai vu la fin de Kobe. J'ai commencé à regarder la NBA sur sa dernière saison. Je sais plus quelle année c'était. Mais moi, pour avoir fait du basket, pour avoir été avec une équipe de basket, etc., c'est un gars, je pense que c'est un des rares joueurs qui fédère, peu importe qui parle de lui. C'est un gars, on va dire, c'est une légende, et ce sera toujours une légende. Le jeu fédéré, on aurait pu toujours dire que c'était un croqueur, c'était ci, c'était ça. Mais c'est un gars qui avait le respect. Quand je compare aujourd'hui par rapport des grands joueurs comme Curry, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. LeBron, il y en a qui l'aiment pas. Il y en a forcément qui aiment les deux, qui sont des fans, et c'est normal, si on est fan de basket, on est fan de Curry, fan de LeBron, ou même fan de Kobe. Mais c'est un gars qui vraiment fédéré. Tout le monde était d'accord sur son cas en disant j'aime pas Kobe, je peux ne pas aimer Kobe, mais je suis obligé de respecter, il est trop fort. C'est un gars qui est resté 20 ans dans une franchise, qui a réussi à faire gagner des titres à sa franchise, et qui a toujours été bon tous les soirs, quoi. Donc forcément, c'est un gars que je respecte, évidemment. C'est un homme que je respecte. Et puis c'est vrai que c'est triste d'avoir des news comme ça, et pourvu que ça arrive le moins souvent possible. Moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est l'annonce de la nouvelle, parce que ça a été le lendemain, je pense, du record que LeBron James a battu, en fait, concernant les points. Il est passé devant Kobe au niveau du scoring all-time. Et juste le lendemain, bam, t'apprends que Kobe est décédé. C'est vraiment, c'est assez trash, quoi, comme nouvelle. Oui, c'est clair. Moi, je vais vous donner 2 anecdotes sur Kobe. Je vais remonter un peu plus loin dans le temps, je suis un peu plus vieux. Quand j'ai commencé à suivre la NBA, c'était avec les finales de 2001. C'est vraiment les premiers matchs que j'ai vus à la télé. Les finales 2001, elles opposaient les Lakers de Kobe et Shaq aux Sixers d'Allen Iverson. Et en fait, moi, au début, Kobe, c'était un joueur que j'aimais pas du tout. J'étais fan de Shaq. Et on sait toutes les embrouilles qu'il y a eu entre les deux. Et en fait, pendant longtemps, j'aimais pas Kobe Bryant. Mais comme l'a dit Lilian, tu peux ne pas l'aimer, mais tu reconnais que le gars est vraiment fort. Et en plus, j'avais beaucoup d'amis qui étaient fans des Lakers et fans de Kobe. Donc, on a eu plein de petites discussions à ce sujet. Et c'est vrai que Kobe a toujours été vu comme le gars qui prenait beaucoup de tirs. Enfin, maintenant, quand on voit James Harden, on se dit il n'en prenait pas autant que ça finalement. Et donc voilà, moi, les premières images que j'ai de Kobe, c'est les 2 finales NBA avec Shaq.
On savait que Shaq était dominateur, on avait tendance à dire oui, Kobe a gagné ses titres grâce à Shaq, mais quand Shaq baissait de pied, quand il fallait mettre des tirs, Kobe a toujours été là. Donc, puis ensuite, il a prouvé, on a son record de 81 points contre les Raptors. Et ensuite, les 2 titres qu'il a gagnés avec Pau Gasol et toute la belle équipe qu'il avait autour de lui, Bynum et Meta World Peace, qui met le tir à 3 points très important dans le match 6, il me semble. Et la deuxième anecdote que je vais vous raconter, c'est sur le match contre les Raptors à 81 points. En fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de League Pass. Moi, je regardais les box scores après chaque nuit NBA et quelques highlights. Et en fait, je me rappelle ce jour-là, le jour où j'ai appris qu'il avait mis 81 points. En fait, j'étais chez un pote qui était en cité universitaire. Et en fait, le matin, comme tous les matins, donc je crois pas qu'il n'y avait pas Internet sur les portables, rien du tout. Donc, je pars à la salle informatique et je me connecte, je regarde les résultats. Je vois la box score, je vois 81. Et là, le premier réflexe, je me suis dit, ils ont fait une erreur. Il y a un problème sur la box score. Il a dû mettre 18 ou... Mais bon, après, on regarde les scores de ses coéquipiers, on fait le total et on se rend compte que, il avait mis 81 points, quoi. Donc après, voilà, je regarde les highlights et on voit ça, c'est juste exceptionnel. Tu vois 3 Raptors qui défendent sur lui. Il prend quand même le tir, il le met, c'était juste dingue. Surtout que ce match, c'était pas un match facile comme on peut le croire face à une équipe de Toronto qui était faible. Toronto était dans le match en première mi-temps, il me semble, et c'est en deuxième mi-temps qu'il met 55 points où il a complètement pris le match à son compte. Donc voilà un peu ce que je voulais raconter sur Kobe. Après, c'est vrai, ce qui est vraiment triste, et il faut avoir une pensée pour toutes les autres personnes qui étaient dans ce vol, parce qu'il y a quand même une famille avec leur fille qui était dedans, mais 2 garçons qui sont restés à la maison et qui ne verront jamais leur sœur et leurs parents rentrer. C'est quand même terrible. Donc voilà, une grosse pensée aux familles, à Vanessa Bryant, ça doit vraiment être dur pour elle. Et aussi des félicitations pour tous les joueurs qui ont joué jusqu'à présent, surtout le jour même quand ils ont fait l'annonce et qu'on voyait la tête des joueurs, des commentateurs, de tout le monde autour du terrain et qu'ils aient eu la force de jouer. Franchement, un grand respect, vraiment un grand respect. Félicitations à tous ces joueurs-là, oui, qui se sont vraiment beaucoup inspirés de Kobe, comme DeRozan, comme Devin Booker, même Trae Young qui a changé son numéro, tout ça. C'est des beaux hommages et il fallait le faire parce que c'était vraiment très impressionnant et très violent comme nouvelle. Il n'y a pas le temps de se retourner, les matchs commençaient dans les dizaines de minutes qui suivaient. Juste ce que je voulais ajouter avant de finir, c'est que s'il y a quelque chose que Kobe symbolise, je trouve, c'est la fidélité à sa franchise. Alors oui, être fidèle aux Lakers, c'est peut-être plus facile qu'être fidèle à d'autres franchises où ça va mal, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des périodes où Kobe a été extrêmement seul dans le roster. Il y a eu des moments où il était vraiment pas du tout aidé et il n'est pas du tout parti. Il a mis la franchise sur ses épaules. Alors oui, il y a des moments où on pouvait le traiter de croqueur, qui prenait tous les shoots, qui forçait un peu, tout ça, mais n'empêche qu'il est resté jusqu'au bout. C'est pas anodin, je trouve. Moi, je pense aussi, il y a des débats autour de Kobe. Il y en a qui disent j'aime pas Kobe, j'aime bien Kobe. Au final, ces débats-là, c'est toujours les grands champions qui les suscitent parce que ceux qui sont pas au niveau, il n'y a pas de débat. Donc voilà, pour moi, c'est comme dans le football, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Messi. Ben, c'est des joueurs, des champions, donc ça suscite des débats. Et je pense que c'était la même chose avec Kobe. C'est la fin de ce premier quart-temps. On va passer au deuxième quart-temps avec quelque chose de plus joyeux parce qu'on va revenir sur la semaine des Raptors. Allez, c'est parti, deuxième quart-temps. Pour introduire ce deuxième quart-temps, j'avais un petit message pour les auditeurs. Alors en réalité, j'ai 2 petits messages parce que la semaine dernière, j'ai complètement oublié de vous partager un message qu'avait laissé Pascal Siakam pour les fans des Raptors. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'ai changé de téléphone et que maintenant la qualité vidéo est mieux et des photos est mieux, mais le truc c'est que j'ai lamentablement raté l'enregistrement audio de Pascal Siakam. Donc je vais vous lire ce qu'il m'a dit parce que j'ai quand même pris le soin de noter ce qu'il m'avait dit. Alors, de la part de Pascal Siakam, je suis très fier d'être francophone et de représenter les francophones du Canada. Ensuite, il s'est repris, et même du monde entier. Merci pour votre soutien et merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Ça, c'était en rapport avec le All-Star Game. Donc, ça a bien fonctionné. On a réussi à l'envoyer en tant que titulaire au All-Star Game. Voilà, le merci de Pascal Siakam.
Et maintenant, j'avais un petit message à vous passer de Chris Boucher. Chris Boucher que j'ai vu après le match d'Atlanta. Donc voici le message de Chris Boucher. On a monté un petit podcast en français sur les Raptors avec les pages fans Raptors France et Raptors Belgique. Est-ce que tu as un petit mot pour les fans des Raptors francophones? Continuez à nous supporter, même si vous êtes loin, on voit tout l'amour que vous avez pour nous. Puis, comme j'ai dit, de loin, on vous remercie. Puis, continuez à faire votre bon travail parce que, comme j'ai dit, sans vous, on ne peut pas y arriver. Et si tu avais une question à leur poser, est-ce que tu as une question qui te viendrait? Puisqu'il y a un temps de différence, quand on joue à 7h ici, il est quelle heure là-bas? Ouais, il est 2h du matin la plupart du temps. Ouais. Ça, c'est vraiment la dédication. Ok, c'est parti les gars, on parle de cette semaine qu'ont vécu les Raptors. Donc 4 victoires sur 4 matchs, une série de victoires poussée à 10, une deuxième place assurée avant le All-Star Break. Dites-moi, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? C'est une très belle semaine. On a bien joué les 4 matchs. On n'a pas eu trop la pression. Après, les adversaires sont quand même classés plus bas au classement. Atlanta, Cleveland et Détroit sont 3 équipes qui seront normalement pas playoffables. San Antonio, ils sont à la 8e place, si je ne m'abuse, à l'ouest, ou 9e à la lutte avec les Grizzlies. Donc c'est normalement au niveau du classement, c'était pas gagné d'avance, mais c'était sur la bonne voie et on s'en est bien sorti. On a presque toujours mené le match et géré le rythme du match. Donc à part parfois au 3e quart-temps, mais ça devient une mauvaise habitude sur laquelle peut-être on va revenir après, d'avoir un petit passage à vide et de relancer tout le suspense en fait au lieu de tuer le match. Pour moi, c'était une très belle semaine avec des surprises quand même vis-à-vis de Siakam qui tourne à une moyenne de 27 points. Ibaka qui a été dominant en l'absence de Gasol mais complet. Ça pose parfois même la question de se dire est-ce que tu peux pas mettre Ibaka en titulaire plutôt que Gasol. Laurie est un peu en passage à vide, mais voilà, toute la semaine a été parfaite, donc tout va bien. Je suis pas trop d'accord avec toi sur Laurie. Pour moi, alors oui, il est moins bien sur le match d'hier soir contre Détroit. Effectivement, il n'est pas aussi présent qu'avant. À Atlanta, il est, je crois, à 1 ou 2 rebonds de signer un triple-double. Il passe meilleur passeur historique de la franchise. Il reste très très important, je trouve. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est Ibaka. Je suis désolé, on lui fait passer sur le banc la saison dernière parce qu'il y a un jeune qui monte, Pascal Siakam, qui prend sa place dans le roster. Cette année, Marc Gasol reste, donc Ibaka, tu restes sur le banc. Gasol se blesse, Ibaka arrive et répond juste présent. Enfin, supérieur à 20 points de moyenne sur ses 4 derniers matchs. En 60-40, je ne sais pas la statistique de son pourcentage au lancer franc, mais il doit pas être à la ramasse non plus. Il fait vraiment beaucoup de bien. Maintenant, de là à poser la question sur lequel des deux on met titulaire, je pense que ça reste, dans l'esprit de Nick Nurse, ça reste surtout en fonction de la match-up, en fonction du pivot adverse. L'un peut être plus utile que l'autre. Mais de toute façon, on sait très bien que les deux vont faire partie des 8-9 joueurs utilisés en play-off. Donc, de toute façon, c'est 2 joueurs qui vont être extrêmement utiles, peu importe lequel est titulaire ou lequel est remplaçant. Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que la question du 5 majeur, c'est surtout une question de match-up par rapport à l'équipe adverse, parce qu'il a pu nous faire des 5 majeurs grands avec les deux en même temps. Après, pour être franc, je suis assez fan de Marc Gasol. Donc, je pense qu'avec Marc Gasol dans notre 5 majeur, on est beaucoup plus équilibré défensivement parce qu'il est très appliqué, je trouve, et qu'offensivement, les points qu'il ne marque pas, il arrive à les donner aux autres. Que Ibaka a moins cette qualité de passe, même s'il en a fait 2-3 jolies, dont celle pour Norman Powell contre Détroit hier soir. Donc, moi, c'est vrai que je pense que vraiment Gasol est important dans notre 5 majeur, mais que c'est assez impressionnant que ce soit pour Ibaka qui élève son niveau de jeu dès qu'on en a besoin, mais c'est aussi le cas pour en l'occurrence Chris Boucher qui jouait pas, Gasol est out
Et en sortie de banc, il arrive à mettre 10 points en prenant 3 ou 4 rebonds. J'ai plus ces statistiques là. Mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc ouais, moi je suis vraiment content j'ai vraiment la sensation de voir un groupe qui a confiance les uns envers les autres et qui donne les ballons au mec qui est ouvert et chacun arrive à marquer. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur qu'on a par rapport à certaines grosses équipes. Je pense que c'est un bel avantage. Le pivot est un poste où normalement les Raptors sont tranquilles. Hein. Quand on voit certains concurrents comme Boston qui sont un peu à la ramasse là-dessus, les Sixers en l'absence d'Embiid, nous on est quand même, à chaque fois on a une solution de rechange qui a quand même un bon niveau. Raison de plus pour moi pour garder Ibaka sur le banc qui peut arriver et juste se faire plaisir avec la second unit adverse. Il est capable d'exploser la raquette des remplaçants adverses. Et ça fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est pour ça qu'avoir Marc Gasol dans le 5 de départ, à mon avis, est plus utile que l'inverse. Du moins sur la majorité des matchs. Je suis plutôt d'accord. Et surtout, je pense que Nick Nurse, au niveau des pivots, maintenant c'est clair. Enfin, depuis la saison dernière, je pense qu'en plus Ibaka, je l'avais interrogé au début de la saison et il m'avait confié que lui, de toute façon, il est dans son rôle. En fait, il en a rien à faire de sortir du banc, d'être titulaire. Il est dans son rôle. Il a accepté son rôle depuis bien longtemps. Je lui avais demandé si il voulait jouer le rôle s'il était dans la course pour le 6e homme, par exemple. Il a dit peu importe. Moi, tout ce qui compte, c'est que l'équipe gagne. Donc, à mon avis, je suis d'accord. De toute façon, Marc Gasol, il apporte vraiment un plus sur le fait qu'il fluidifie le jeu d'attaque de l'équipe. Il n'a pas besoin de scorer 10-15 points par match pour être vraiment important en attaque. Et en défense, c'est le patron. Entre lui et Laurie, c'est les deux patrons de la défense. Plus que Ibaka, qui est un défenseur en aide, en 1 contre 1. Des fois, il peut avoir ses difficultés. Mais Marc Gasol, ça va au-delà de Marc Gasol lui-même. C'est vraiment, il fédère le collectif autour de lui, c'est le patron, il va replacer les joueurs, il va être au milieu de la raquette en défense de zone et tous ces genres de choses qui sont vraiment un plus par rapport à son QI basket aussi. Il a vraiment un QI, il fait partie des meilleurs QI basket de la ligue, défensivement, offensivement, il n'y a pas photo. Je voulais revenir pour continuer un peu dans un petit débat, je voulais revenir sur le fait que les Raptors se font souvent reprendre en fin de 3e quart. La plupart du temps, c'est sur les rotations. Et ensuite, il remet le 5 en début de 4e ou milieu de 4e et les Raptors sont capables de refaire l'écart. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose de plutôt inquiétant? Car par exemple, en play-off, on peut se dire que face à un 5 adverse qui revient sur le terrain, qui peut être aussi fort que celui des Raptors, on ne sera pas forcément capable de peut-être reprendre la dynamique qu'on perd quand on laisse l'équipe revenir? Ou est-ce que pour vous, malgré tout, c'est quand même satisfaisant car la plupart du temps, les équipes ne repassent jamais devant au final. Donc le banc se fait reprendre, mais garde l'avance la plupart du temps. Il faut aussi se souvenir qu'en play-off, il y a beaucoup moins de rotation. On joue à 8, 9 maximum, donc ça va jouer forcément. Moi, je vais t'avouer que je préfère voir les Raptors avoir un petit coup de moins bien au milieu de 3e quart-temps, plutôt que les voir foirer leur début de match des fois et prendre 10-12 points de retard face à certaines équipes. Pour moi, c'est plus dérangeant de mal démarrer le match que d'avoir un creux au milieu. C'est peut-être stupide, au final, ça revient peut-être au même. Mais je sais pas, j'ai cette impression que dans le 3e quart, si on se fait plus ou moins reprendre parce que les titulaires sont sur le banc et qu'il y a un petit coup de moins bien parmi les remplaçants. Dans le Money Time, on a de l'expérience et de quoi mettre en face qui peut faire la différence. Au final, tous les matchs où on se fait rejoindre, on les gagne quasi à chaque fois. C'est juste qu'au niveau, je pense qu'on pourrait peut-être les gagner plus facilement et qu'on pourrait surtout faire peut-être un plus gros garbage time, faire jouer plus de minutes aux remplaçants, à Matt Thomas, à Chris Boucher, etc. Au lieu de les faire jouer dans un 3e quart, les faire rejoindre et puis devoir jouer le match à fond jusqu'à la dernière minute, ce serait plus facile de tuer le match, de prendre 25 points d'avance et puis seulement après là, tu mets tes remplaçants. En fait. Moi, par rapport à ça, c'est vrai que je suis assez partagé. Je me dis que est-ce que Nick Nurse veut pas donner des minutes aux remplaçants
quand il y a de l'adversité encore, que le match doit se jouer pour les tester dans l'adversité, que les tester quand il y a plus 25. Quand on voit les garbage time souvent à Toronto, c'est donner la balle à un mec et un contre un, on joue et c'est qui va marquer. Donc moi je me dis que peut-être que Nurse veut vraiment voir les gars dans l'adversité. Mais après, c'est vrai que je pense surtout au niveau des minutes, quand à un moment il y avait 32 joueurs dans le top 5 minutes de la ligue, je crois, c'était quelque chose comme ça. Donc je pense que on pourrait tuer les matchs souvent, plus rapidement, mais je pense aussi que Nurse, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait dans les rotations et que moi je lui fais confiance. Même si c'est vrai que des fois c'est assez frustrant quand tu regardes le match, qu'on sait qu'on peut être devant et que finalement le match va être serré. Ouais, c'est vrai. En plus, Nick Nurse a tendance à faire beaucoup d'essais. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus, c'est qu'il n'hésite pas à faire des essais dans les matchs quand ça compte. C'est vrai qu'il ne fait pas juste des essais à la fin. Hier, il a lancé un 5 à un moment avec Boucher en pivot et que des arrières autour de lui. Il y avait Powell, Terence Davis, Lowry et le quatrième, c'était C'était pas Mako? Mako, le quatrième. Ensuite, ça marchait pas trop. Il a fait un changement, mais il a juste changé Lowry par Van Vliet. Et bon, on s'est fait reprendre, mais à partir du moment où l'équipe adverse commençait à revenir, c'est là qu'il a changé, il a remis Siakam, et là, on est reparti de bon pied dans l'autre sens. Je pense que, ouais, je suis d'accord avec toi, il faut faire confiance à Nurse, il fait ses essais, à la fin de la saison, il saura ce qui marche pas, il tente beaucoup de combinaisons différentes par rapport au line-up, donc je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il faut le laisser faire. Pour l'instant, on reste sur 10 victoires de suite. En vrai, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Hein. C'est aussi ce qui fait son succès à Nick Nurse. Il ne faut pas oublier que l'an dernier en playoff, ça a tout de suite été ça aussi. Dès qu'il y avait une difficulté, il s'ajustait, il faisait ses changements, il a fait ses tests. Il est dans quoi ça fait donc une saison et demie qu'il est là. Il a remporté un titre, il a un pourcentage de victoire au-dessus des 70%. Il va maintenant du coup coacher au All-Star Game. Il fait juste. On a très peu de choses à lui reprocher. Ça lui est arrivé de faire des erreurs, hein, ça nous arrive à tous. Mais non, je trouve qu'il gère relativement bien son groupe. Il y a une vraie relation de confiance entre le coach et les joueurs. Donc non, pour moi, il y a aucun problème à faire jouer plus longtemps la second unit pour leur faire prendre de l'expérience. Non, au contraire. Plus rien à ajouter sur ce sujet. On va passer à la fin du deuxième quart-temps avec une nouvelle chronique que va nous présenter Alex, qui s'appelle L'œil d'Alex. Oui, donc en fait, ça va pas être très long à chaque fois, ce sera juste pour essayer de dégager une tendance sur les derniers matchs. Pour aujourd'hui, je vais parler beaucoup de la défense de Toronto, qui est pour moi exceptionnelle. Sur les 10 derniers matchs, donc les 10 victoires que Toronto vient d'enchaîner, c'est le 3e offensive rating avec 116,7 points inscrits de moyenne par match. C'est également le 3e defensive rating avec seulement 105,9 points encaissés par match, ce qui leur donne le 2e net rating de la ligue. C'est l'équipe qui intercepte le plus de ballons, c'est qui a... Attendez que je descende. Donc, je reprends. C'est l'équipe qui intercepte le plus de ballons et qui provoque le plus de pertes de balles de son adversaire. 19,3 ballons perdus par l'équipe adverse en moyenne par match contre Toronto. Et les Raptors inscrivent donc 24,6 points de moyenne suite à une perte de balle adverse. C'est également le meilleur score de la ligue. C'est un peu la philosophie de Nick Nurse en fait, et depuis l'année dernière et le passage de Kawhi Leonard dans les rangs de Toronto, ça se sent. Pour Nick Nurse, l'équation elle est simple. Avec un stop, non seulement on empêche l'adversaire de marquer, mais en plus les Raptors ont la possibilité de courir et de profiter d'un éventuel retour approximatif en défense. Et en plus, avec le 5 majeur qu'on connaît actuellement, donc hors blessure, Lowry, Van Vliet, Anunoby, Siakam et Gasol, j'ai cette sensation qu'il y a un peu le combo parfait en défense entre des joueurs sérieux qui vont compter les uns sur les autres, qui vont switcher quand il faut et qui vont être capables de se projeter rapidement en attaque. Lowry provoque toujours autant de passages en force. Van Vliet est presque, mine de rien, à presque 2 interceptions par match. Anunoby, c'est en transition, c'est une machine. Il est capable de monter et de prendre des 3 assez facilement. Siakam donne le tournis à tous ses défenseurs. Et Gasol qui force le pivot adverse à sortir de la raquette et donc qui crée des espaces pour les autres joueurs. Et même quand il faut faire rentrer les remplaçants, c'est Norman Powell, Serge Ibaka, Terence Davis ou Rondae Hollis-Jefferson qui rentrent. Pour moi, en face, il y a de quoi
à l'avoir un peu mauvaise. Et je trouve que c'est une bonne philosophie, c'est un bon moyen de préparer les playoffs, parce que quand on arrive après la saison régulière, la vitesse de jeu diminue, les coups de sifflet sont de plus en plus rares et on joue de plus en plus sur demi-terrain. Donc, savoir qu'on est capable d'empêcher l'adversaire de scorer et de s'offrir des possibilités plus simples en attaque, des actions de transition, des retours un peu compliqués pour l'adversaire, je pense que c'est un bon capital confiance qu'il faut conserver pour un potentiel run de playoff d'ici quelques mois. Merci beaucoup. Et en effet, comme on dit, Defense Wins Championship. Et c'est ce qui est marrant avec Nick Nurse, c'est que quand il a remplacé Dwayne Casey, on disait que c'était le gourou de l'attaque de Casey et que on voyait pas forcément ses qualités défensives. Elle n'était pas connue en tout cas. Et finalement, on se rend compte que c'est un sacré tacticien, surtout défensivement. Avec surtout, il nous a gratifié de quelques innovations avec sa box and one et toutes ces défenses un peu nouvelles. Sa force, c'est le fait qu'il a eu des expériences un peu de partout dans le monde. Il a coaché en Angleterre, en G-League. Il a vraiment eu beaucoup d'expériences diverses. Je pense que ça lui a vraiment apporté au niveau de savoir gérer un effectif, parce que quand tu es en G-League, par exemple, tu as des joueurs qui bougent tout le temps, tu n'as jamais le même effectif, et il a vraiment bénéficié de ça, et grand coup de chapeau à Nick Nurse pour son travail niveau défense, c'est vrai que c'est impressionnant. Et il a longtemps été assistant aussi, donc ça aide à avoir une relation entre coach et joueur, d'être longtemps sur le banc. On sait que parfois entre les coachs et les joueurs il y a un décalage, c'est souvent les assistants qui font le tampon entre les deux. Donc le fait que Nick Nurse ait été longtemps assistant de Dwayne Casey à l'époque, je pense que ça aide beaucoup pour lui à faire passer son message, sa philosophie de jeu et ce qu'il attend de ses joueurs. Après c'est vrai, je trouve que du niveau défensif, Nick Nurse il a amené à Toronto une défense qu'on voit pas beaucoup dans la ligue, pour pas dire qu'on la voit nulle part ailleurs. Je trouve qu'on sort très fort moi sur les close-out, qu'on empêche les adversaires de tirer pour les envoyer driver. Ça peut être une très bonne stratégie en playoff quand on sait qu'un mec qui va driver aura beaucoup moins de coups de sifflet en playoff qu'en saison régulière. C'est aussi pour ça, je crois, qu'on est une des équipes qui prenons le plus de paniers à 3 points dans les coins. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de drive and kick et la balle ressort beaucoup dans les corners ou après une extra passe. Ça, je pense que c'est les tirs où quand l'adversaire met ce genre de tir, le coach dit il est pour moi celui-là. Donc je pense que c'est vraiment une stratégie qui peut payer ou non en fonction des équipes, si elles sont à droite ou pas, ou voilà. Mais je pense que envoyer les adversaires driver quand t'as Marc Gasol ou Ibaka dans la raquette, ça peut être une très bonne stratégie. Et de toute façon, on voit que ça marche. On est, t'as dit, la troisième équipe au defensive rating, donc je pense que ça marche. Et on a fini ce deuxième quart-temps. Passer au troisième quart-temps, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de Chicago pour le All-Star Game. Alors, c'est parti spécial All-Star. On va commencer avec la sélection de Kyle Lowry. Moi, je l'avais annoncé la semaine dernière. J'avais dit que c'était un lock. De toute façon, il allait être pris. Il y a eu beaucoup de débats. On a vu que TNT, par exemple, les spécialistes anciens joueurs ne le prenaient pas. Pour vous, est-ce qu'il y avait débat ou pas? Dites-moi un peu votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que les anciens joueurs, on en avait parlé également la semaine dernière, le fait qu'on avait l'impression qu'il n'avait pas forcément le respect des autres joueurs, mais heureusement, c'est les coachs qui ont voté et les coachs semblent être plus objectifs. Je pense qu'il y a eu débat. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui sont restés sur le carreau. Il y en a qui l'ont mal pris. On a entendu Bradley Beal qui l'a très mal pris. En même temps, son bilan d'équipe avec Washington est mauvais. Il a raté beaucoup de matchs. Il y a plusieurs absents de marque. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de stars aussi dans la ligue et qu'on ne sait pas contenter tout le monde. Kyle Lowry, je pense que c'est une de ces dernières. Je serais surpris s'il est encore là l'an prochain. Je pense qu'il va laisser tout doucement sa place à Fred VanVleet. Au niveau à Toronto, si VanVleet prolonge. Mais je pense qu'il est content de sa 6e, c'est sans doute une de ses dernières. Il va s'effacer tout doucement, voire moins de minutes. Et j'espère que... Je trouve que Barkley, pour ne citer que lui, quand on regarde sa sélection, il met plusieurs Pistons, il met Drummond, il met Rose, il met Adebayo, il met Booker. Il s'est un peu planté sur toute la ligne parce qu'il y a quand même beaucoup d'absents dans ses pics pour le All-Star Game. Mais je pense que Lowry mérite amplement sa sélection. Ouais, je suis assez d'accord sur la sélection de Barkley. Voir Derrick Rose et Andre Drummond dans la même liste, j'ai pas non plus compris. Derrick Rose, oui, il y avait le côté affectif, le fait que le All-Star Game se passe à Chicago, et il faut reconnaître, il est monstrueux, il est sur une série de
14 matchs à plus de 20 points, je crois. Donc, non, c'est impressionnant. Maintenant, donner 2 All-Stars à Détroit, faut pas exagérer non plus. Il y a des limites. Pour moi aussi, Kyle Lowry était un lock. J'ai pas grand chose à dire dessus. J'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. C'est un joueur qui divise beaucoup, qui est très apprécié à Toronto et par ses fans, ses coéquipiers, et pas forcément toujours très apprécié par ses adversaires. Mais voilà, objectivement parlant, je ne vois pas qui à son poste aurait pu prendre sa place. Non, c'est clair, je suis d'accord. Je pense que, de toute façon, à l'Est, il y avait 2 locks sur les postes d'arrière, c'était Ben Simmons et Kyle Lowry. Après, c'est vrai que Kyle Lowry divise parce que c'est un gars qui est aimé, qui est beaucoup aimé au Canada, mais dès que tu passes aux States, il est peu aimé. Aussi parce qu'il a un jeu qui fait qu'il est peu aimé, c'est un gars qui parle beaucoup aux arbitres, c'est un gars qui prend des passages en force. C'est loin d'être le gars le plus flashy. C'est pas le gars qui stat le plus. Donc forcément, c'est pas un gars qu'on a envie de voir, entre guillemets, au All-Star Game. Mais c'est mérité. C'est le second meilleur joueur de la 3e meilleure équipe de la Ligue, en termes de bilan. Donc c'est amplement mérité, je pense. Comme on a pu voir un Chris Middleton à Milwaukee qui est parti au All-Star Game, qui est pas non plus le joueur le plus flashy ou le joueur dont on parle le plus. Mais c'est juste qu'il joue, dans la meilleure équipe de l'Est et je crois de la meilleure équipe de la Ligue. Donc forcément, il faut 2 mecs pour représenter la franchise. Donc pour moi, c'est amplement mérité. J'ai pas eu beaucoup peur qu'il n'y soit pas. Même si je suis d'accord, ce sera sûrement son dernier ou un de ses derniers. Je suis très content pour lui. Je pense que c'est amplement mérité et j'espère qu'il profitera bien cet événement. Oui, dans l'ensemble, moi, je suis complètement d'accord avec les sélections des coachs. En fait, je trouve que c'est la logique respectée, on va dire. Et je suis content également que Middleton et Lowry, des joueurs qui se donnent un peu en défense, soient récompensés plutôt que des gros attaquants comme Bill ou Zach LaVine qui, au final, statent mais ne font pas forcément gagner leurs équipes. On peut prendre l'exemple de Drummond également. On voit hier, il fait un 20-20, mais ses adversaires directs scorent à foison sur lui, incapable de défendre un pick and roll. Du coup, moi, je suis assez satisfait du vote des coachs. Je trouve ils ont vraiment respecté la logique. Ça me dérange pas qu'il y ait 2 joueurs pour chaque équipe qui est en play-off pour les meilleures équipes de l'Est. Après, si on regarde à l'Ouest, c'est un peu différent, mais en même temps, à l'Ouest, on a par exemple Lillard. Mais Lillard, comment ne pas le prendre même si son équipe a un bilan négatif? Il est juste exceptionnel. Pareil pour d'autres joueurs. Quel est votre avis sur la sélection à l'Ouest? Est-ce que petite déception par rapport à Demar, par exemple? Alors non, moi à la limite, c'est pas Demar DeRozan qui manque le plus. Pour moi, c'est Devin Booker. Je comprends pas la sélection, par exemple, de Brandon Ingram. Pour moi, Devin Booker, alors, ok, la sélection All-Star Game est censée récompenser le début de saison. Je comprends tout à fait. Maintenant, pour moi, Devin Booker, c'est un mec qui attend sa place depuis plusieurs années déjà, le pauvre, dans l'enfer des Suns. Je pense qu'il aurait mérité sa place. Ils ont je suis en train de regarder là en même temps que je vous parle. Phoenix et New Orleans ont le même bilan. 20 victoires pour 28 défaites. Non, même je dis une bêtise. New Orleans a 1 défaite de plus. Donc après, au niveau des stats, il me semble que ça doit se jouer à peu près au même de mémoire entre Devin Booker et Brandon Ingram. Moi, j'ai quand même vu passer une stat que Devin Booker était, en termes de 3 points ou de pourcentage de réussite, un des plus hauts de la ligue, en fait. Non, il est à 36% à 3 points. La stat dont tu parles, c'est pas celle où c'est le premier joueur depuis X années à ne pas être sélectionné quand tu mets 27 points, tu fais plus de 6 ou 7 passes et tu es à 60% au true shooting? Je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Là, j'ai la comparaison entre les deux. Devin Booker est à 27 points, 4 rebonds, 6 passes. Brandon Ingram est à 25 points, 6 rebonds, 4 passes. 45 matchs joués, 44 matchs joués. Que pourcentage 51% Devin Booker, 47% Brandon Ingram. Ça se joue vraiment, mais pour moi, Brandon Ingram est un joueur qui est encore en... Ouais, remarquez, Devin Booker est aussi très jeune, hein, mais ouais, je sais pas. Je me suis peut-être enflammé en disant que je comprenais pas la sélection de Brandon Ingram. Je vais plutôt réviser mon jugement et dire que moi, j'aurais pris Devin Booker à la place. Mais ouais, voilà, après, c'est à voir. C'est vrai qu'à l'Ouest, j'aurais plus vu mes sélections à moi. J'aurais pris pareil et j'aurais remplacé Chris Paul par Booker et Ingram par DeRozan. Parce que faut aussi récompenser, je pense, les mecs qui sont là depuis longtemps. Booker, c'est un mec qui attend depuis 4 années, 5 années, je sais plus de combien de temps, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue. Et puis DeRozan heureusement qu'il est là, parce que cette année, pour les Spurs, s'il n'était pas là,
il n'y aurait même pas d'espoir de play-off. Donc je pense il est vraiment important pour le système de Popovich. Mais après, je comprends qu'on prenne Ingram et Paul quand on sait qu'Ingram a vraiment de très bonnes stats. Il a tenu New Orleans sur ses épaules, surtout le début de saison, même si c'est vrai que son bilan est pas bon. Et avec Chris Paul, quand on voit que c'est le joueur le plus clutch de la ligue et qu'il arrive à avoir une saison où personne ne l'attendait, tout le monde disait que Houston avait gagné le trade haut la main et qu'il voulait se débarrasser de Chris Paul. Finalement, ce trade était intéressant des deux côtés. Ça, on peut même voir un win-win dans ça. Donc je suis partagé. Moi, j'aurais pas pris ça, mais je comprends évidemment que les coachs aient pris cette sélection. Je suis assez déçu pour Booker, qui vraiment méritait, je pense. C'est le joueur qui méritait le plus et qui a été laissé sur la touche, quoi. Moi, je pense que les coachs ont fait une bonne sélection. Les médias, par contre, on repassera parce que pour moi, quand on voit, j'ai vu les chiffres pour, les pics de Rémi Reverchon, les pics de Charles Barkley, ils sont Reverchon mettait Caruso dans ses pics, Charles Barkley il met Jamorant. Il y a des choses encore à revoir. Je pense que les médias jouent aussi comme nous, comme les fans à l'affectif en fait, et que les coachs sont justement plus neutres par rapport à ça. J'avais pas vu le pic de Reverchon, mais t'es sûr que c'était pas pour la petite blague, non? Il était vraiment très sérieux. Ouais, il a mis Caruso dans ses pics. Ouais, je pense que c'était plus pour blaguer qu'autre chose parce que honnêtement Caruso c'était la conclusion un peu, mais après. Ouais, mais même voyant Rémi, je sais pas. Je le vois pas être vraiment sérieux à ce point sur ce pic-là. Après, encore une fois, j'ai pas vu l'image passer. Hein, donc, il a mis Batum aussi, par exemple, tu vois. Là, c'était un troll. Ouais, c'était vraiment la blague. Alors, c'était définitivement une blague. Ouais, ou alors il a voulu, en tant que fan des Lakers et en étant français, à favoriser un joueur français et un Laker, peut-être. Après, il a pas voté en tant que média, lui, il a voté en tant que fan. Non, ouais, il a voté en tant que fan. En tant que média pour Bean. C'est lui qui fait le vote de Bean? Ouais, je sais pas. Et on va passer au Rising Star Challenge, même si je sais pas si si vous allez le regarder. Moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je regarde ce match qui n'a vraiment aucun intérêt. C'est vraiment un concours de dunk sans opposition et de tir à 3 points sans opposition également. Mais il y a un débat quand même autour de Terence Davis. J'ai vu Kendrick Perkins qui disait que c'était un scandale qu'il n'y soit pas. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je vais vous donner mon avis direct. Pour moi, il n'y a pas un grand scandale si on part du principe que ce Rising Star Challenge, c'est une vitrine pour la NBA et qu'ils ont préféré prendre des noms comme Zion Williamson, comme Doncic, comme Trae Young, qui, malgré le fait qu'ils soient au All-Star Game chez les grands, seront avec les rookies et les sophomores. Ils ont toujours fait ça. C'est pas nouveau. La Ligue, elle veut promouvoir ce match du vendredi soir qui n'intéresse pas grand monde. Ils ont essayé plusieurs formules. Maintenant, c'est US contre Reste du Monde. Cette année, Reste du Monde, c'est un peu limite. Ils avaient limite pas assez de joueurs qui ont le niveau pour être dans ce match-là. Donc, c'est un peu compliqué. D'un côté, moi, je comprends qu'un Zion Williamson attire plus le grand public qu'un Terence Davis, même si Terence Davis aurait mérité en tant que personne qui suit les Raptors au quotidien. On voit ce qu'il fait, on sait. Mais quand on regarde les noms de la liste, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je vois pas à la place de qui je peux mettre Terence Davis. Pour moi, je pense que Trae Young, par exemple, qui est sélectionné en tant qu'All-Star, ne devrait pas jouer le vendredi. Même chose pour Luka Doncic. Ces joueurs, s'ils jouent le match des All-Stars, on aurait pu peut-être faire jouer des jeunes, des rookies dans ce match du vendredi. Je t'avoue que c'est pas le genre de choses. Bon, déjà, je regarde très rarement le week-end du All-Star Game. Hein, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais alors encore moins le Rising Star. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est une vitrine pour la NBA de mettre en avant ces jeunes joueurs, ces jeunes noms qu'on voit tous devenir comme des grandes stars. Moi, ça m'a juste fait rigoler de voir Zion sur la liste, qui fait un déséquilibre en plus du coup avec l'équipe reste du monde, puisqu'il y a un joueur de plus dans l'équipe américaine. J'imagine dans les bureaux de la NBA la joie qu'ils ont dû exprimer quand ils ont vu que Zion Williamson était apte à jouer avant le All-Star Game et qu'ils pouvaient donc se permettre de le sélectionner et de le mettre en vitrine pour le match du All-Star Game. Ils ont dû se frotter les mains. Maintenant, moi, c'est pas plus mal. Terence Davis qui se repose, qui reste à voir ça à Toronto avec ses potes, qui aille supporter Siakam et Laurie et Nick Nurse sur le banc et qui reviennent l'année prochaine le couteau entre les dents. Moi, pour moi, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça m'évite même une blessure. Donc, non, t'inquiète pas, petit, on va venir, quoi. En gros, c'est ça. Moi, c'est vrai que par rapport à ça, je suis assez d'accord. Je pense que Davis
même si Davis aurait mérité. Finalement, qu'il y soit pas, c'est pas non plus un scandale. Mais d'ailleurs, ils sont un de plus chez Team USA parce que je suis sur l'affiche. Et en fait, c'est Wendell Carter Jr. qui ne jouera pas. Il est Et blessé. donc, son remplaçant est Zion Williamson. C'est pour ça qu'ils sont un de plus. Je viens de voir ça à l'instant. Parce que moi aussi, je comprenais pas pourquoi il y avait un joueur de plus chez Team USA. Après, c'est un match qui intéresse malheureusement pas grand monde parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant si le concept était travaillé comme on a pu le voir pour l'All-Star Game cette année. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur Trae Young et Luka Doncic, je suis totalement d'accord. Je pense que ça sert absolument à rien d'envoyer des mecs au Rising Star Challenge quand ils sont aussi au All-Star Game. Surtout que souvent, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans que Ben Simmons avait fait. C'était l'année dernière où Ben Simmons était sur les deux matchs et finalement avait joué 10 minutes, même pas, il me semble, au Rising Star Challenge. Donc ça prend la place à un mec qui aurait aimé avoir son nom sur la liste, mais c'est la NBA, c'est le business et c'est totalement compréhensible, même si ça aurait pas été mon choix. Moi, j'ai vu aussi, par exemple, le GM des Cavs sur Twitter qui râlait que soit Garland ou Colin Sexton ne soient pas pris à ces matchs-là, alors qu'ils ont quand même aussi un bon niveau pour revenir sur la situation que Doncic ou Trae Young ne devraient pas jouer ce match. Ouais, tout à fait. Après, c'est un choix de la Ligue. Et pour conclure sur ce Rising Star, en fait, les Raptors, ils sont historiquement snobés de ce match. Moi, j'ai ma petite explication là-dessus, mais par exemple, DeRozan n'y était pas en tant que rookie, Ed Davis n'y était pas dans ces 2 années, Jonas Valanciunas n'y était pas en tant que rookie, etc. Terrence Ross, Norm Powell, Dylan Wright, Pascal Siakam, Fred VanVleet, Jakob Poeltl, OG Anunoby et Terrence Davis n'ont pas participé sur les 2 années. OG n'y a pas participé sur la première, il y était ensuite. Moi, mon avis, tout simplement là-dessus, je pense pas qu'il faille se braquer et dire oui, c'est les Américains, ils aiment pas les Raptors, ils sélectionnent pas des joueurs d'équipe qui viennent du Canada. Je pense que c'est tout simplement que les Raptors n'ont pas forcément des pics très hauts habituellement et les joueurs de cette liste n'étaient pas forcément au niveau lors de leurs premières ou 2 premières années dans la ligue tout simplement. Si on prend par exemple Siakam ou VanVleet, ils n'ont pas fait le Rookie Challenge, mais c'est logique en fait, totalement logique. DeRozan, j'ai malheureusement pas suivi sa saison de rookie, donc je saurais pas dire, mais un gars comme Ed Davis, je me demande s'il avait vraiment le niveau pour être au Rookie Challenge par exemple. Donc je ne suis pas choqué à ce point en me disant oui, les Raptors sont boycottés pour le Rookie Challenge. Vas-y. Moi, je voudrais juste ajouter le terme vitrine de la NBA, je pense que c'est vraiment le bon terme. Ils vont mettre les mecs qui sont draftés haut, les mecs qui sont suivis. Nous, on sait qu'on a un bon centre de formation, que souvent les joueurs chez nous se révèlent à partir de la 3e, 4e année. Donc je trouve pas ça illogique qu'il n'y ait pas seulement des rookies ou des sophomores de Toronto. Je pense aussi que oui, comme tu l'as dit, on paye le fait qu'on soit pas placé haut à la draft, et je pense que c'est assez logique. Ouais, et puis c'est quelque chose qu'on prend, hein. Peu importe. De toute façon, si on n'a pas des hauts draft picks, ça veut dire qu'on fait une bonne saison. Donc au final, il y a rien de dérangeant là-dedans. Surtout qu'au final, nos picks sont pas hauts, mais on a entière satisfaction en eux. Terrence Davis, c'est parfait. Fred VanVleet, on voit où il en est maintenant. Pascal Siakam, n'en parlons pas. Donc le travail de Masai, c'est de trouver avec les plus petits pics possibles une progression en fait. Et donc même s'ils sont pas au niveau la première saison ou la deuxième, qu'ils le soient la suite de leur carrière. Et ça nous intéresse plus nous en tant que fans à long terme de Toronto que de fans de matchs d'All-Star. Allez, on va passer aux dernières parties de ce 3e quart-temps. On va revenir sur Nick Nurse. Nick Nurse qui va être coach de la sélection, pas de la sélection Est, mais de l'équipe de Giannis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce que c'est une corvée? On sait que les coachs, généralement, ils n'aiment pas trop aller au All-Star Game. Ils préfèrent prendre une semaine de vacances tranquille. Mais là, il y a quand même un petit enjeu, le fait de pouvoir côtoyer Giannis pendant 2-3 jours. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Un coach rookie qui, en 1 an et demi, remporte un titre et coach une équipe de All-Star Game, je pense que beaucoup signeraient pour ce genre de scénario. Moi, oui, je sais qu'il y a clairement un enjeu de pouvoir coacher Giannis et potentiellement réussir à faire en sorte que, si Giannis sélectionne Kyle Lowry et Pascal Siakam, pouvoir faire potentiellement un léger aperçu de ce qui pourrait l'attendre en 2021 s'il voulait bien signer à Toronto. Il faut pas oublier ça, hein. L'an dernier, la sélection de LeBron qui prenait Anthony Davis, la petite blague de Giannis, isn't that tampering, tout ça.
faut pas oublier, hein, ces genres de négociations, de réflexions, ça s'arrête pas parce que c'est le All-Star Game, hein, bien au contraire, ça permet aussi de discuter plus ou moins sous les radars de la ligue. Non, je suis très content pour Nick Nurse et au-delà de ça, je suis même très content que tous les joueurs du roster aient pris cette initiative et aient vraiment fait preuve de cette volonté d'emmener le coach au All-Star Game. Ça s'est vraiment senti, Kyle Lowry l'a dit et répété, il voulait réussir à accomplir ça, passer devant Miami après toutes les blessures. On se souvient qu'on a eu jusqu'à 2 matchs de retard, je crois, 2 victoires de retard sur Miami à un moment donné. Et finalement, Toronto a réussi à envoyer son coach au All-Star Game. Pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Et tu as oublié, en plus de tous les exemples que tu as cités, il y avait aussi l'exemple Kyrie Irving et Kevin Durant qui ont discuté pendant ce All-Star Game un peu en chouette, allez, comme ça dans les couloirs, et qui au final se retrouvent tous les deux à Brooklyn. Donc bon, en tant que fan des Raptors, tu ne peux que espérer et te dire qu'avec un peu de chance, ça pourrait se conclure dans 1 an et demi, avoir Giannis arrivé. C'est le but de Masai. Mais si le feeling passe bien entre Giannis et Nick Nurse, ça pourrait encore rajouter un argument supplémentaire à l'arrivée de Giannis. Même si 100% de la fanbase des Raptors n'est pas pour l'arrivée du Grec, mais il y a quand même une bonne partie qui est prête à l'accueillir les bras ouverts. Moi, je pense que c'est clair que c'est une belle récompense pour le coach, parce que ça montre aussi l'impact qu'il a eu à Toronto, l'impact qu'il a eu dans la ligue en gagnant un titre. Donc forcément, en tant que coach, je pense que ça doit être une superbe récompense, et je pense que finalement, ça va être quand même assez cool à y aller. Tu côtoies des joueurs, tu côtoies les plus grandes stars de la ligue, et donc tu peux approcher des gars comme Giannis pour venir signer chez toi. Donc c'est vrai que c'est une belle opportunité, même si moi, j'y crois moyennement à cette arrivée en 2021. Je dirais pas non, je pense que tout fan de basket dirait pas non à ce que Giannis vienne dans son équipe quand tu sais le monstre que c'est à l'âge qu'il a. Donc forcément, je trouve ça bien, je trouve que c'est mérité. Et ça montre aussi que les joueurs aiment beaucoup Nick Nurse, qui sont assez proches au niveau du basket avec Nick Nurse, quand on voit qu'ils étaient vraiment contents, quand on voit Lowry sortir du dernier match et qui va checker tout le coaching staff pour leur dire bravo, quoi, parce qu'en fait c'est eux qui jouent, mais c'est les joueurs qui jouent, mais c'est grâce à eux aussi qu'ils jouent comme ça. Donc je trouve ça vraiment bien et je suis content pour lui. 4e quart-temps, la dernière ligne droite de ce podcast. Parlons de ce qui arrive maintenant. Une semaine avec un enjeu, celui de battre le record de 11 victoires de suite. 11 victoires de suite, c'est le record que les Raptors ont établi à 2 reprises, la plus grande série de l'histoire de la franchise. On est à 10. Prochain match ce dimanche face aux Bulls. Ensuite, réception d'Indiana pour battre ce record, éventuellement, en ayant battu les Bulls ensuite. Déplacement Indiana derrière et fin de la semaine dimanche à Brooklyn. Dites-moi un peu comment vous voyez cette semaine. A priori, on peut être optimiste, à mon avis. Je pense qu'on peut, effectivement. En tout cas, au moins face aux Bulls. Même si, du coup, on n'en a pas parlé, je viens d'y repenser, mais on vient d'apprendre que Norman Powell s'est blessé et sera indisponible indéfiniment, pour une durée indéfinie pour l'instant. Mais je pense que face à Chicago, normalement, sur le papier, Toronto aura l'avantage. Ce sera un retour à domicile en plus. On va avoir 2 matchs consécutifs à domicile, là. Maintenant, ce sera la double confrontation face à Indiana qui sera très intéressante. Faut pas se leurrer, c'est potentiellement une preview d'un premier tour de playoff. Donc il va falloir prendre ces 2 oppositions avec sérieux et si possible aligner 2 victoires histoire de se mettre en confiance et de se dire que voilà, ça c'est fait et on passe à la suite. Moi je pense que c'est possible de la battre. Après ça reste anecdotique. Maintenant ce serait joli pour tout le monde, pour Nick Nurse, pour les joueurs, pour la franchise. Moi je pense qu'on va battre les Bulls normalement, si tout va bien. On devrait s'en sortir à la maison contre Indiana. Le danger de la semaine prochaine, en fait, c'est le déplacement à Indianapolis, où là, chez eux, on sait qu'il y a une bonne ambiance et ils sont assez efficaces. Maintenant, moi, pour revenir sur ce que tu disais, c'est Alexandre, je pense que le match-up au niveau des playoffs, on le voit venir tout doucement en regardant le classement. On va vers Brooklyn plutôt, qui lutte pour la 7e place. Et nous, on est 2e et on s'envole pour la 2e place. Et il y a un gros écart entre le 7 et le 8e. Moi, je le sens tout doucement venir quand même. Il reste une bonne trentaine de matchs, mais on file tout droit vers Brooklyn. Donc, samedi, c'est un back-to-back contre Brooklyn. Donc, c'est là qu'on va voir un petit peu ce qui se passera fin de saison. Donc, moi, je pense que les 4 prochains matchs qui arrivent, ça va être
Le premier match devrait être à notre portée largement face aux Bulls. Les deux matchs contre Indiana, forcément, le retour de la Dipo joue pas en notre faveur et va pas nous arranger. Surtout quand on sait qu'on a perdu Powell, qui est un bon défenseur sur ce poste-là. Même si je pense qu'il sera encore restreint en minutes, je crois qu'il est restreint jusqu'au All-Star Game. Donc c'est bien pour nous. Je pense que tous les matchs sont à notre portée, même évidemment, même celui de Brooklyn. La seule chose qui me fait peur, c'est que ça va être en back-to-back et que c'est toujours compliqué. On sait que c'est compliqué les back-to-back. Surtout si on a un match serré le samedi soir. Donc je pense qu'on verra bien que on a des chances de battre ce record. On va, j'espère, l'égaler, mais que faut pas non plus nous enflammer. On sait que on est une équipe qui a encore des blessures et qu'on n'a pas il n'y a pas d'enjeu au classement direct, sachant que maintenant on a un peu d'avance. Donc j'espère évidemment tout gagner. Je suis pas sûr qu'on puisse tout gagner. J'espère au moins gagner 3 matchs sur ces 4. Je pense que vraiment le match contre Indiana, c'est le deuxième qu'on reçoit, il me semble. Non, c'est le premier. C'est le premier qu'on reçoit. Ouais. Donc le deuxième match à Indiana va être compliqué, je pense. Ce serait bien de gagner pour la symbolique, pour le record, et puis après essayer encore d'aller gagner Indiana et continuer sur notre série. On a le momentum avec nous. On est dans une bonne, on joue un beau basket en ce moment. On joue un bon basket en ce moment. Donc il faut juste continuer, et si on tombe sur une défaite, faudra prendre le match d'après et le gagner. Je revenais juste sur ce que vous disiez. Vous parlez d'avance qu'on commence à avoir sur la 3e place. Boston a joué 2 matchs de moins que nous. Donc potentiellement, tu leur rajoutes 2 victoires, ils reviennent à un match de retard. Ils vont jouer contre les Sixers ici, dans un match quand même assez tendu, je pense. Oui, mais Sixers-Philly, tout peut se passer. Tout peut se passer. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une marche totalement définie, si tu veux, entre la 2e et la 4e place. Ouais, tout à fait. Ça reste encore serré. Je pense que tout peut se passer. À la fin de la saison, ça peut facilement se jouer à 1 ou 2 victoires. Peut-être même au tiebreaker, on ferait bien de gagner contre tiebreaker qu'on a déjà perdu contre Miami, il me semble. Miami, ouais, exactement. On a un calendrier quand même sur le mois de février qui reste relativement favorable. On va jouer Charlotte à la maison, Indiana 2 fois à la maison, les Suns à la maison, Brooklyn au Barclays Center, Minnesota à la maison, Brooklyn à la maison. On a quand même là, sur le mois de février, on a 10 matchs. On doit au moins en prendre 7 ou 8 facilement. On est d'accord. Je pense qu'on pourra, on y verra plus clair à la fin de ce mois de février, justement, sur si l'écart s'est creusé avec le 3e, le 4e. Pour l'instant, on peut prendre ce match contre Indiana comme une possible preview d'un premier tour ou d'un deuxième tour, pourquoi pas. Mais après, oui, je pense qu'on peut, normalement, si on gère bien ce mois de février, à la fin du mois de février, la deuxième place, ça devrait être plus clair. Mais on ne sait jamais, on voit que les blessures sont de retour. Donc, Pour revenir sur ces blessures, je suis en train de regarder un petit peu sur quelques sites. Normalement, on devrait récupérer, sans doute, ils sont déjà en game time decision, Holly Jefferson, Gasol et Malcolm Miller. Il y a juste Norman Powell qui est absence de longue durée. Mais le reste revient normalement, si pas contre les Bulls, assez rapidement dans le roster. Ouais, c'est clair. Et je pense que, comme on en discutait avant l'émission par rapport à Powell, notre chance, entre guillemets, c'est qu'il y a le All-Star Break qui arrive et qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs. Donc, a priori, même s'il rate 2 ou 3 semaines, comme tu disais, Maxime, il me semble, il va rater 6 ou 7 matchs. C'était Josh qui disait sur Twitter, Josh Lewinberg, qui disait que dans l'historique des Raptors, des blessures similaires à celles que vient de contracter Norman Powell, c'était entre 3 et 7 semaines d'absence. 3 et 7. Ouais. Okay. Moi, ici sur le site de CBS Sport, qui annonce tout le temps les blessures, etc., Norman Powell est annoncé out minimum jusqu'au 21 février. Ouais, 3 semaines. Okay. Après, je pense que comme c'est un doigt cassé, ça doit peut-être aussi dépendre d'une opération, comme on l'avait avec Curry, là, qui s'est blessé à la main et qui a dû se faire opérer. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc il faudra voir aussi par rapport aux nouvelles. Je pense que comme la blessure est fraîche, entre guillemets, il faudra encore attendre quelques jours avant d'avoir plus d'infos. Espérons que ce soit le plus court possible, surtout que le All-Star Game va bien nous arranger, c'est vrai. Ouais, au passage, gros coup de chapeau à Norman Powell qui enchaîne quand même les blessures. C'est ce que j'en parlais en off tout à l'heure. Il est toujours en montée en puissance. Il y a des moments où on se dit c'est peut-être son année. Il commence tout doucement, puis il monte en régime, puis une blessure lui arrive sur la tête. Il remonte tout doucement et puis il reprend une blessure dans la tête. Enfin, mentalement, faut être costaud et il finit toujours par revenir et faire du bien dans le roster. Donc c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'il enchaîne ces dernières saisons.
je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une saison complète sans blessure. Ouais, c'est vrai, et en plus cette saison, c'est vraiment la saison où il explose parce on avait toujours tendance à dire Norman Powell, est-ce qu'il va enfin montrer le potentiel, est-ce qu'il va enfin développer le potentiel qu'il montre, est-ce qu'il va enfin être régulier, et là cette saison il était vraiment régulier, enfin il est vraiment régulier, malgré sa première blessure il est revenu, on dirait qu'il n'était pas blessé, il est revenu aussi fort qu'avant sa blessure. Espérons que ça soit dans la même lignée, mais j'ai un peu plus peur par rapport à la main, parce que quand tu es blessé à la main, je sais pas s'il peut travailler le shoot, des trucs comme ça, donc il risque de perdre en rythme. C'est main gauche ou main droite? J'ai pas fait gaffe. Gauche, hein. Moi je crois que c'est gauche. C'est gauche? Je crois que je vais passer un tweet sur gauche, j'essaie de me renseigner. Ouais, donc main gauche. Peut-être il pourra quand même continuer à shooter, à mon avis. Mais à voir. C'est quand même un sacré coup d'arrêt, là. C'est 2 blessures coup sur coup. Mais bon, espérons qu'il ait la Mamba mentality. Il l'a eu depuis le début de la saison. Il est revenu fort. Très bien, pour finir cette émission, je voulais lancer le Money Time. Ça sera désormais chaque semaine. On va faire nos pronostics. Et chacun va garder ses points d'une semaine à l'autre. Et puis on verra à la fin de l'année qui sera le meilleur pronostiqueur du podcast. Dites-moi, on va juste parier sur le bilan à la fin de la semaine en prenant les 4 matchs qui arrivent. Dites-moi chacun quel est votre pronostic. On va pas donner des scores, c'est trop compliqué au basket. On va juste faire le pronostic sur le bilan de la semaine. Donc on a dit Bulls à la maison, Indiana à la maison, Indiana à l'extérieur et Brooklyn c'est à l'extérieur aussi, il me semble. À domicile. À la maison. À domicile. 3-1. Allez, on en lâche un sur les 4. 3-1 avec une défaite à Indiana. Ouais, potentiellement, ouais. Maxime. Allez, soyons fous, 4-0. Et Lilian, tu joues pour les invités, donc c'est pas toi qui auras le score à la fin de la. Ce sera pas, tu auras participé au score des invités. On verra si vous êtes. Moi, je vais pas être original. Je vais donner 3-1 défaite à Indiana. Et moi, j'hésite beaucoup entre 3-1 et 4-0. Je vais être optimiste, je vais dire 4-0 aussi. Allez, soyons optimistes. Après, faut faire gaffe. Hein. On parlait de défaite à Indiana. Attention au match serré à Indiana et le retour en back-to-back à Brooklyn, à domicile. Donc, faut faire le trajet retour et recevoir Brooklyn. On n'est pas à l'abri d'un gros match de Kyrie qui nous met la misère. Pour peu que ça aille en prolongation à Indiana la veille. Enfin, voilà, ça peut se jouer comme ça aussi. Même le match de demain contre les Bulls, on sait que Lavine a peut-être un peu énervé de ne pas avoir été pris au All-Star Game. C'est un match qui se joue dans l'après-midi, donc c'est toujours les matchs un peu compliqués en termes de rythme, donc il faudra faire attention, il faudra être concentré. Je pense que si on est concentré sur ces 4 matchs, on en gagnera au minimum 3 et pourquoi pas en prendre un 4e. Attention, mauvaise surprise. Attention, mauvaise surprise. Mais j'ai envie d'être optimiste. Eh ben, merci à vous. Merci à tous ceux qui auront écouté ce podcast numéro 2 et on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode. On aura une invitée pour ce podcast numéro 3. On aura Mélanie Dana qui est responsable du développement des joueurs chez les 905 qui nous fera le plaisir d'être là. On pourra lui poser des questions et faire un petit carton sur les 905 la semaine prochaine. Merci à tous. Allez, ciao et let's go Raptors. Ciao. Au revoir. Ciao. Let's go Raptors. Lowry for 3.